présentation est un peu un survol de la zone et des différentes opportunités d'affaires qui se retrouvent dans cette zone très précisément. C'est une zone dont on ne parle pas, dont on parle de manière un peu sectorielle, mais pas vraiment de manière générale. Donc, voilà. Le plan de la présentation va aller comme suit. On va un peu parler de la zone d'intégration économique, de la CEEAC, qui veut dire Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Quelques statistiques sur la région. On va parler plus précisément du Cameroun, du Gabon. Quelques-uns des secteurs clés de la région, les limites et les contraintes, les stratégies et un peu le message à l'avenir. La présentation a été faite d'une manière à pouvoir lancer un certain message aux PME, autant aux firmes québécoises qu'aux PME québécoises, afin qu'elles puissent avoir une meilleure idée de la région et puis qu'elles puissent se décider d'agir. C'est un peu de cette manière que la présentation a été formulée, tandis que je vois que dans la salle, il y a déjà des gens qui sont en plein sur le terrain, donc je vous inviterai à partager votre expérience sur les différents terrains sur lesquels vous vous retrouvez. Donc, alors, premièrement, comme vous pouvez voir, j'aimerais surtout commencer en disant qu'il ne faut jamais regarder l'Afrique. Oui, c'est vrai, on a eu une présentation spécifiquement sur le Bénin, d'accord, mais il ne faudrait jamais regarder l'Afrique vraiment en termes au niveau pays. Aborder l'Afrique au niveau des zones d'intégration économique est une manière de pouvoir avoir une vue d'ensemble sur un marché beaucoup plus grand et sur un marché qui regorge ainsi de potentiel beaucoup plus, dont les effets multiplicateurs sont beaucoup plus grands. Donc, comme vous pouvez voir, mon collègue Lani a parlé de la CEDEAO, c'est un peu dans l'Afrique occidentale, tout le vert. Juste à côté, dans la partie de l'Est, il y a la communauté des États de l'Afrique de l'Est, alors de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, oui. Alors, ça regroupe la Corne de l'Afrique orientale, et vous avez aussi la SADC, qui regroupe la communauté des États de l'Afrique australe, et finalement, la zone dont nous allons discuter aujourd'hui, qui est la communauté des États de l'Afrique, centrale. Donc, comme vous pouvez le voir, l'Afrique est divisée en 4 grandes zones, et en 4 grandes zones économiques avec différents secteurs clés et en même temps différents besoins. Mais je peux vous assurer que dans toutes ces zones se retrouvent des ressources naturelles, alors que vous allez à gauche, à droite, vous allez toujours en trouver pour votre goût. Donc, au-delà de ça, la mission de la CEEAC est, comme n'importe quelle zone économique, de permettre le processus d'intégration de la région, de faire la promotion de tout ce qui est économique et social, mais surtout en mettant l'accent sur les infrastructures, tout ce qui est ressources naturelles, agriculture, énergie et autres. Le concept d'une zone économique, juste comme vous avez vu avec l'exemple de l'Union européenne qui a été donné, c'est de pouvoir permettre une certaine intégration des différents pays, de pouvoir alléger tout ce qui est barrières douanières et tarifaires, et aussi avec une monnaie commune de pouvoir faciliter le passage, de pouvoir faciliter un peu la condition de marchandises. Donc, la CEEAC vise en même temps une certaine autonomie collective et une amélioration du niveau de vie des gens de la région, des populations de la région. Je vais vous laisser vous installer. Donc, cette présentation porte à peu près sur les opportunités. Il y a des places aussi devant juste à côté. Donc, nous sommes un peu en train de discuter de la zone de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Donc, juste pour poursuivre, comme vous pouvez voir ici une fois de plus, la CEEAC contient 10 membres. Il y a 10 États membres, dont le Tchad, la RCA, qui est la République centrafricaine, le Burundi. Le Rwanda en faisait partie, il n'en fait plus partie présentement. Alors, le Burundi, la RDC, le Cameroun, le Gabon, la République démocratique du Congo, l'Angola, Sao Tomé et Principe et la Guinée équatoriale.
qui sont les 10 États membres de la CEE. Donc, là, nous allons un peu passer aux chiffres. Pourquoi les chiffres? Parce que les chiffres sont toujours importants. Mais ce que j'aimerais que vous reteniez à travers ces chiffres, ce ne sont pas nécessairement les chiffres, mais l'histoire que les chiffres sont en train de nous raconter. J'ai passé à travers quelques pays afin de faire ressortir certains chiffres. Lorsqu'on parle de l'angolais, d'une perspective québécoise, l'angolais, en anglais, la langue c'est le portugais. Alors, les références culturelles ne sont peut-être pas nécessairement directes, mais ceci est juste pour montrer un peu la situation de la région. La géographie, il a à peu près 4,5 millions d'habitants à Luanda, qui est la capitale, et pour la région, pour le pays en lui-même, c'est 18,5 millions. Alors, Luanda, pour qu'une entreprise puisse quand même avoir une certaine, que ce soit une entreprise dans le secteur des services plus particulièrement, ou autre, puisse avoir une certaine rentabilité, il faut quand même un certain bassin de population qui puisse justifier les investissements dans ce pays spécifique. Donc c'est un peu pour ça que j'ai fait ressortir les chiffres par rapport au capital aussi, puisque la plupart des entreprises s'installent d'abord dans la capitale avant de continuer un peu plus dans les restants du pays. Donc l'économie, le taux de croissance durant les dernières 3 années de l'Angola, en 2010 3,4, en 2011 3,9 et puis on est autour de 6,8 pour les estimés de 2012. Lorsqu'on parle d'import, on parle des différentes importations, on parle de la machinerie, des équipements électriques, de tout ce qui est produits pharmaceutiques aussi, produits agricoles, textiles et autres. La plupart des pays africains, comme vous le savez déjà, sont riches en ressources naturelles. Alors, les principaux produits d'exportation de l'Angola sont le pétrole, le diamant, les produits dérivés du pétrole, du café, du bois, du coton. Lorsqu'on regarde un peu le PIB par secteur, on parle de 10,2% pour le secteur agricole, 61,4% pour le secteur industriel, qui est justifié un peu par la présence des grandes entreprises au niveau du pétrole, et 28,4% au niveau du service. Lorsqu'une entreprise, une fois de plus, lorsqu'on parle de la perspective d'une firme, lorsqu'une entreprise veut s'installer quelque part, deux choses sont quand même à prendre en compte. Autant la densité de la population, autant dans la capitale, et la répartition de la population dans le pays, et aussi les secteurs développés. Alors pour une entreprise qui est plus dans la pétrochimie, les ressources naturelles, etc., c'est une bonne chose de savoir que l'industrie, le secteur industriel en Angola est quand même développé. L'apport de ce secteur par rapport au PIB est de 61,4%, ce qui montre quand même un certain développement, ce qui veut dire que déjà se retrouvent dans le pays les infrastructures nécessaires pour commencer, pour une implantation qui se veut beaucoup plus facile, si on veut. Donc on va rapidement passer à travers les autres pays, et puis je parlerai seulement du taux de croissance et puis du PIB par secteur. Lorsqu'on prend le Burundi, qui est un très petit pays, mais dont presque 30% de la superficie sont des terres arables. Des terres arables qui la plupart ne sont pas cultivées présentement. Donc la capitale est Bujumbura. L'agriculture, comme vous pouvez voir, parce que déjà le pays lui-même est constitué en grande partie de terres arables, l'agriculture prend 31,1% contribue à 31,1% au PIB, les industries à 21,3% et les services à 47,7%. Si on prend la République démocratique, la République du Congo, qui est un très petit pays, juste à côté d'un très grand pays, qui est la RDC, dont on ne parlera pas cette fois-ci, parce que je suis sûr que vous en entendez assez parler dans les journaux, de manière X, Y, Z, on ne rentrera pas dans les détails. Mais la République du Congo, aussi, en termes de ressources naturelles, on parle de pétrole, de bois, de zinc, de gaz naturel et un très grand potentiel hydraulique. Les pays juste comme la République du Congo, le Congo, la RCA, la République
centrafricaine font tous un peu partie du bassin du Congo, qui est, après le bassin de l'Amazonie, qui est la plus grande zone forestière et puis tous les écosystèmes reliés à la forêt et autres au monde. Donc c'est ça. Donc là, on va parler un peu du Cameroun. Le Cameroun, un pays dans lequel on va aborder un peu plus spécifiquement plus tard. Le Cameroun, dans la capitale est Yaoundé. Le taux de croissance depuis il y a quelques années, en 2010, on parle de 2,9%, en 2011, 4,2% et en 2012, 4,7%. Une fois de plus, les importations sont au niveau des équipements, au niveau de tout ce qui est aussi produits agroalimentaires jusqu'à un certain point, produits pétroliers. Les exportations. L'histoire de l'Afrique, une fois de plus, se retrouve toujours autour de l'importation de produits, de tout ce qui est équipement, de 1, tout ce qui est équipement, produits agroalimentaires et de transformation, tout ce qui est produits pharmaceutiques, etc., et transport. Et dans l'exportation de ces ressources naturelles. Juste comme vous pouvez aussi voir, malgré le fait qu'on n'est pas rentré dedans de manière spécifique, la plupart des exportations sont soit du pétrole, de l'or, du zinc, des produits dérivés du pétrole et du bois, du coton, coton, café, cacao. Alors, produits, ressources naturelles et ressources agricoles, qui sont quand même des ressources très importantes et en même temps des opportunités pour toutes les entreprises qui se retrouvent dans ces secteurs et qui pourraient se retrouver dans ces secteurs afin de développer ces secteurs. Le Cameroun, en termes d'agriculture, on parle de 19,8% d'apport de contribution au PIB, 30,9% pour l'industrie et 43,3% pour le secteur de l'industrie. Donc, juste pour continuer, bon, ça c'est juste quelques images de pays que je n'ai pas mis dans les chiffres. À l'extrême gauche, vous avez le Tchad, qui est quand même un pays désert du Sahel. Et c'est sûr que tout ce qui est écotourisme, jusqu'à un certain point, est un secteur en développement juste à côté du pétrole. Après, on a la Guinée équatoriale, on a la République démocratique du Congo, et puis on a juste à côté le Sao Tomé et Principe, qui est une très petite île, mais en même temps une très petite île qui a beaucoup de potentiel au niveau touristique. Donc, en même temps, c'est quelque chose, puisqu'on est en train de parler des différents PME, et puis cette présentation était surtout pour des entreprises qui seraient intéressées à en connaître un peu plus sur l'Afrique. Finance et Économie Québec est un site sur lequel vous pouvez retrouver toutes les exportations que le Québec a fait vers un pays spécifique en Afrique. Alors, c'est Finance et Économie du Québec, et puis ça vous permet alors d'avoir une idée quand même assez spécifique des différentes exportations et des différentes importations que le Québec a fait vers un pays spécifique dans les deux sens, quoi. Alors, si vous voulez vous approfondir un peu plus sur quels sont... On a parlé des différents... on a parlé de l'industrie, des ressources naturelles, etc. Si vous voulez alors avoir de manière concrète et détaillée des importations et des exportations en termes d'équipement, etc., c'est ainsi que je vous recommanderais. C'est classifié, je peux dire, en industrie? Pardon? C'est classifié par industrie? Non, c'est pas classifié par industrie, c'est surtout... oui, c'est un peu plus sur le côté, mais c'est un peu classifié par pays et par équipe. Ils ont fait vraiment classifier ça par industrie. Ils ont juste donné les différents types d'importation et d'exportation. Mais quand même, c'est quand même assez complet parce que ça donne une idée générale de ce que ces pays achètent et puis de ce que ces pays font et leur relation avec le Québec. Donc, lorsque j'ai fait cette présentation, je voulais en même temps donner des exemples concrets des quelques différents contrats qui se déroulent dans ces différents pays dont nous venons de parler.
Et là, je vais vous donner un portrait quand même un peu général de ce qui se passe au Cameroun présentement. Le Grand Avril 2013, et aussi avant de rentrer dans ceci, j'aimerais que vous voyez ceci à travers, comme j'ai dit, c'était vraiment pour des entrepreneurs, alors j'aimerais que vous regardiez ceci à travers les opportunités que vous pouvez offrir à ces différents pays et dans ces différents cadres. Le 30 avril 2013, qui n'a pas très longtemps, le ministre de l'économie du Cameroun a signé avec le groupe néo-zélandais, qui est un groupe de private equity, un prêt de 80 millions d'euros en vue de développer la filière cacao, en vue de développer la filière café-cacao. Donc, juste il y a de cela quelques jours, 80 millions d'euros viennent juste d'être mis à la disponibilité du pays afin de développer la filière café-cacao. En tant qu'entreprise québécoise, en tant qu'entreprise québécoise, qui sont peut-être dans le secteur de l'agriculture, comment est-ce que nous pouvons profiter de cette opportunité? Comment est-ce que nous pouvons apporter notre contribution pour développer, pour participer au développement de cette filière spécifique? Okay. Le Québec a toute une expertise en agroalimentaire, c'est reconnu. Qu'est-ce qu'elle fait pour pouvoir participer? Ça, c'est le 30 avril. Le 29 avril, qui était juste avant, le gouvernement camerounais a eu un forum national sur l'efficacité énergétique, dans lequel le gouvernement a mis en place un plan d'action c'est un plan d'action énergétique national. Et la finalité de ce forum était de discuter des différentes manières de pouvoir rendre tout ce qui est les bâtiments publics beaucoup plus efficients en termes énergétiques. Alors, une fois de plus, des appels d'offres et un peu des colloques sont mis à la disposition de tous ceux qui sont intéressés pour pouvoir aider le gouvernement camerounais à réaliser cet objectif d'efficacité énergétique. Une fois de plus, en tant qu'entreprise québécoise qui ont une certaine expertise dans ce domaine, qu'est-ce qui est possible de faire? Le 26 avril 2013, le ministre... Alors, comme vous pouvez voir les dettes, ces choses, ces différentes nouvelles sont pratiquement la semaine passée. Voici les dernières tendances, les dernières nouvelles très réelles qui sont en train de se passer dans le pays. Alors, en tant qu'entreprise québécoise, comment nous pouvons collaborer dans le développement de ces opportunités? Alors, comme je disais, le 26 avril 2013, le ministre de l'Énergie et de l'eau signe un mémorandum avec une société malaisienne, Asia Pacific Wind, pour la construction de 2 barrages hydroélectriques. Le Cameroun est un pays bilingue, français-anglais, mais ils ont signé un mémorandum d'entente avec la Malaisie qui n'a aucune référence culturelle, qui n'a pas les mêmes références culturelles que le Québec, tandis que le Québec est aussi reconnu comme étant une puissance et puis avec une expertise dans le domaine hydraulique, pour la construction de 2 barrages à Bakassi et puis Njok. Et maintenant, une fois de plus, quelle est la participation que pourrait faire le Québec dans ce domaine spécifique? Quel service est-ce que les entreprises québécoises peuvent apporter au gouvernement? C'est vraiment dans cette optique que j'ai fait la présentation et que j'aimerais, et c'est un peu le message que je voulais lancer. Le 26 avril, je ne vais pas continuer longtemps parce qu'il y en a beaucoup, il y a quand même beaucoup de contraintes. Oui, allez-y. Oui, concernant le Cameroun, c'est comme vous l'avez dit qu'il y a beaucoup de potentiel, beaucoup de projets en cours, mais le plus grand problème, c'est avec l'État, c'est le paiement. Oui. Le truc avec... parler un peu... Enfin, on est juste à côté si les votes a quelque chose par rapport à son état. Mais c'est vrai que la difficulté de clore... Ouais, non, j'ai tout simplement dire qu'aucun gouvernement n'est infaillible. Oui, aucun gouvernement n'est infaillible, mais un jour ou l'autre, il faut quand même clore ses contrats et puis respecter sa part du marché. Il est quand même vrai que beaucoup de gouvernements africains finissent par payer, mais peut-être pas nécessairement dans les temps
dans les années qui viennent. En général, ce n'est pas un problème de paiement en tant que tel, c'est un problème de procédure au niveau du trésor public. Et surtout de budgétisation. En général, ce qui se passe, c'est que à l'exécution du projet, il faut s'assurer qu'au niveau des finances publiques, toutes les dispositions ont été prises pour que votre créance soit liquidée immédiatement après. Mais si vous ne le faites pas et que vous attendez la fin de vos travaux pour que ce soit intégré dans le budget, dans la loi de finances, etc., effectivement, ça crée des délais. La précaution à prendre, en général, quand on travaille en Afrique, c'est de s'assurer au moment de l'exécution que la prévision budgétaire a déjà été faite, que la loi de finances a été votée, les crédits ont été déterminés, de telle sorte que dès que vous finissez, la réserve existe au niveau de la Banque centrale en général, et immédiatement vous présentez votre facture, on vous paye. C'est une question de procédure. Et ces mécanismes ne sont pas connus de tous, même d'opérateurs qui sont dans les pays en général. Hein. Ce qui fait que ça crée des délais, mais ce n'est pas un problème de paiement en tant que tel, c'est un problème d'inscription budgétaire et de loi de finances et de finances publiques. Merci beaucoup pour cette... vous venez juste de vous sauver. Mais on a un peu dit que le temps filait, donc je vais passer plutôt rapidement à travers le restant de la présentation. Je voulais juste vous laisser savoir que au niveau sectoriel, très spécifiquement, le secteur primaire au niveau du Cameroun a estimé une croissance de 5% et plus, surtout dirigée par les produits agricoles et les produits de rente, café, cacao, une fois de plus. Au niveau du secteur secondaire, on parle une fois de plus des BTP et l'amélioration de l'offre énergétique a aussi permis à plusieurs PME du terrain d'avoir de meilleures rentabilités. J'allais parler rapidement du Gabon. Le Gabon, l'une des choses qui est quand même très intéressante au Gabon, c'est que le président Ali Bongo a présentement mis en fait en place une stratégie nationale d'industrialisation sur les 10 prochaines années avec un cachet de 26 milliards d'euros. En fait, sur les prochaines 12 ans, avec un cachet de 26 milliards d'euros pour la valorisation surtout de filières de l'hydrocarbure, mines, métallurgie, pétrochimie, etc. Ce qui fait que pour les 12 prochaines années, il a une politique d'industrialisation qui, en même temps, est une opportunité d'affaires pour toutes les grandes entreprises qui se retrouvent dans ces secteurs spécifiques. Et comme on le sait déjà, le Canada est quand même assez fort au-delà du secteur minier. Le Canada est très présent en Afrique. Et en fait, les statistiques disent presque que le Canada est sinon le plus grand joueur, au moins pas très loin du plus grand joueur dans le secteur minier du continent. Et se retrouve aussi au Gabon. Mais juste pour dire sur le Gabon, c'est qu'il a une politique nationale d'industrialisation qui met pour les 12 prochaines années 6 milliards d'euros. Les secteurs prioritaires du gouvernement sont l'agriculture, l'agroforesterie, le transport, les mines, à peu près les mêmes secteurs que l'on retrouve un peu partout en Afrique. Donc, les avantages comparatifs du Gabon, sans discuter, une stabilité politique incontestée et des normes fiscales quand même harmonisées selon l'Organisation pour l'harmonisation du droit en Afrique. Donc, juste pour compléter, le CCEA, comme on avait dit au début, a pour une initiative un peu d'uniformiser les processus et les règles d'affaires de la région des 10 États membres de la région. La BAD, qui est la Banque africaine de développement, vient tout juste de mettre à la disposition du CEAC 5,5 milliards de francs CFA. Je ne pourrais pas vous dire exactement la conversion en dollars, mais c'est quand même 5,5 milliards de francs CFA pour pouvoir aider 10 millions, merci beaucoup. Je me suis pas fort derrière. Pour permettre à la CEAC de pouvoir harmoniser ses propres processus internes afin de pouvoir offrir de meilleurs services à la région. Donc, quelque chose en même temps sur lequel j'aimerais attirer votre attention, c'est que du 15 au 22 mai, le MRIC, le ministère des Ressources internationales, organise une mission commerciale au Gabon et au Cameroun pour tous ceux qui sont intéressés. En fait, je
pour plus d'informations, vous pouvez en fait juste aller sur le site Export Québec et puis vous aurez un peu toutes les informations relatives à cela. La bonne chose, c'est que ça montre déjà que le gouvernement québécois est en train de faire des pas, des pas par rapport à l'Afrique. Donc, la mission économique va se dérouler du 15 au 22 mai 2013. Le retour sur les secteurs clés. Juste un petit retour sur les secteurs clés. Les grands projets, tout ce qui est grands projets d'infrastructure, de services, tout ce qui est aussi ressources naturelles et énergie. Les autres secteurs étant surtout les services aux entreprises, la télécommunication et surtout l'agriculture. Tout le monde parle de l'agriculture, mais les mouvements dans cette direction sont toujours beaucoup plus lents que la parole. Mais on dit que l'Afrique a presque 60, quelque chose comme ça, % des terres arables, et que c'est un immense potentiel agricole qui est sous-exploité. Donc, limiter les contraintes. Comme on dit, limiter les contraintes pour des entreprises québécoises et en fait, en général, pour des entreprises dans les milieux d'affaires en Afrique. Comme M. l'a très bien souligné, on parle du système de bureaucratie. On parle un peu du red tape, quand même des lenteurs bureaucratiques jusqu'à un certain point. Du système juridique qui n'est pas nécessairement harmonisé dans tous les pays. Le Canada a signé un accord de protection des investissements privés avec la Zambie, avec le Gabon, mais ce n'est pas encore généralisé. Donc, la protection des investissements privés, surtout dans l'esprit de plus petites entreprises, peut être un problème. L'uniformisation, une fois de plus, des normes comptables, fiscales au niveau international et autres. Donc, très rapidement, la stratégie que les PME et que les firmes québécoises spécialement devraient avoir par rapport à l'Afrique, d'abord est un apprentissage par l'expérience. Premièrement, en participant à des événements comme celui-ci avec la CCA, afin de connaître et de comprendre un peu plus l'Afrique et de savoir ce qui s'est déjà passé et de pouvoir tirer des leçons de ceux qui ont déjà passé par là. Aussi, il serait intéressant pour les PME, surtout pour les PME, de se mettre en consortium de différents domaines. Les différents domaines de télécommunication ou agriculture, etc. Des secteurs clés qui se mettent ensemble afin de pouvoir diversifier leurs risques et ainsi de pouvoir rentrer sur le continent ou dans la sous-région d'une manière posée. Et ainsi, parce qu'ils ne sont pas les seuls à rentrer, pouvoir ainsi rentrer et avoir une stratégie sur le long terme. Et en plus, il est très important que l'approche vers l'Afrique devrait se faire premièrement dans la patience et dans la persévérance, on ne le dira jamais assez, mais surtout avec un esprit d'exploration. L'Afrique reste encore un continent, surtout pour les PME et pour les entreprises québécoises, c'est un continent à découvrir et les entreprises devraient aller avec un esprit d'exploration afin de reconnaître, vraiment de faire de la reconnaissance et ainsi de s'implanter un pas à la fois. Mais bon. Quelque chose aussi qui est très intéressant que j'aimerais surtout souligner, c'est que le gouvernement du Québec va lancer en juin, je pense au cours du Forum économique, voilà, au cours de la conférence de Montréal, son premier plan d'action pour l'Afrique. Alors, cela est une très bonne nouvelle parce que jusqu'à un certain point, ça prouve que le gouvernement québécois reconnaît l'existence de l'Afrique et en même temps veut lancer un message autant à sa population qu'à son secteur d'affaires par rapport à sa position face au continent. Alors il serait intéressant de voir ce qui va se retrouver dans ce document. Donc, les quelques messages à retenir, il y a déjà beaucoup de pros dans la salle, alors je passerai très vite dessus. L'Afrique est réelle et puis pas seulement un continent mythique sur Google Maps. L'Afrique est là, l'Afrique croît et il faut aussi s'assurer de comprendre que les opportunités sont tout à fait réelles et puis il y a réellement une fenêtre d'opportunité, mais elle ne sera pas éternelle. Cette fenêtre d'opportunité présentement est remplie par autant les Chinois, les Malaisiens,
les Thaïlandais, etc., sans oublier les Européens. Alors, elle existe, mais elle ne sera pas éternelle, et il est important de pouvoir mettre en place une stratégie pour pouvoir aborder les choses. Et j'aimerais seulement finir avec juste une petite citation qui dit que il est temps que dans les rues de Yaoundé, de N'Djamena et de Libreville, le Québec ne soit plus simplement connu à travers des ONG comme Oxfam Québec ou l'AMI, mais soit reconnu et apprécié à travers des entreprises comme le groupe Gemina, SNC-Lavalin, Semafo et autres firmes qui représentent le réel esprit d'entrepreneuriat du Québec. Présentement en Afrique, on connaît le Québec sous l'image des ONG. Il serait temps quand même que le Québec puisse aller au-delà de cette image et présenter une image autant à l'Afrique qu'à la zone CEAC, très spécifiquement, présenter une image de partenaire économique et non pas seulement de donneur d'assistance et de donneur de pension. Alors un peu sur ça, je conclue ma présentation. Merci pour votre attention.